De retour dans IDF1 midi, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Pour cette deuxième partie d'émission, je suis en compagnie d'Yves Layani, comme chaque mercredi, qui est accompagné d'Erwan Créache. Alors c'est Erwan Créache et pas Le Créache, je me suis trompé pendant toute la première partie, je suis vraiment désolé Erwan. J'ai écorché votre nom pendant 20 minutes. Donc vous êtes auteur vous êtes d'abord vétérinaire à domicile. Vous êtes auteur d'un bouquin qui s'appelle Carnivore domestique, dont on va parler tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est un vétérinaire à domicile, justement? C'est un métier qui s'exerce surtout dans les grandes villes, Ouais. là où on trouve surtout des petits animaux. Donc ici, à Paris, banlieue, grande banlieue, ça se passe souvent le soir ou la nuit, quand les vétérinaires sont fermés. On part de chez soi avec sa petite mallette, sa voiture, et puis on arrive chez les gens. La porte s'ouvre, et puis on fait un examen comme un vétérinaire. Mais là, ça se passe sur le canapé, sur la table du salon, voire sur le trottoir quand on est dans des situations difficiles. Voilà, et puis on fait son examen, on fait son traitement, et puis on repart vers une autre visite. D'accord. Et toi, Yves, tu fais ce genre de visite à domicile aussi? Non, je ne fais pas de visite à domicile parce que j'ai la chance de travailler dans une clinique qui est ouverte 24 heures sur 24, dans laquelle Erwan a travaillé. Et donc, on accueille, nous, les patients directement à la clinique. Alors, le métier d'Erwan est particulier parce que finalement, en allant visiter les animaux au domicile, il découvre non seulement l'animal, qui est le motif de sa consultation, mais il découvre surtout les conditions de vie de l'animal et les relations spécifiques qui unissent l'homme à l'animal. L'homme avec un grand H, parce que ça peut être des femmes, évidemment. Ça change quelque chose d'être effectivement dans l'environnement, de voir comment vit l'animal avec son maître dans ce... Oui, ça change d'un point de vue médical parce qu'on peut regarder autour et dire ah, tiens, il y a des plantes, est-ce que l'intoxication ne serait pas due au ficus qu'elle a, est-ce que voilà, dans la façon de vivre des gens. Puis ça change aussi parce qu'on rentre dans un univers, on arrive dans un moment d'angoisse, souvent, les gens n'appellent pas pour rien. Et puis, tout à coup, voilà, les gens ont beaucoup de choses à raconter et ça ne se limite pas seulement aux problèmes de santé de l'animal. Donc, on reçoit beaucoup de choses. Je pensais qu'effectivement, un vétérinaire qui va comme ça à domicile, c'était plutôt pour des animaux encombrants, on va dire, qui ne peuvent pas être transportés comme ça dans une clinique, etc. Genre, voilà, dans les fermes, etc. Je ne pensais pas qu'on pouvait effectivement appeler un vétérinaire pour un chat, un chien, un animal de la vie de tous les jours, quoi. Oui. Et pourtant, c'est surtout les petits animaux. Évidemment, on voit aussi des grands dogs ou des chiens vraiment imposants, mais on voit surtout des petits animaux, donc des chats, mais aussi des hamsters, des furets, des souris, des cochons d'Inde. Voilà, et des gens appellent. Et donc, pour quelles raisons ils font appel plutôt à un vétérinaire à domicile plutôt que d'aller dans une clinique, justement? Ils appellent parce que, on a souvent le réflexe de dire il y a des cliniques, mais en même temps, c'est comme SOS médecin. Finalement, c'est plus pratique de ne pas avoir à déplacer l'animal. Surtout un chat, par exemple, le chat sorti de son territoire, il est tout de suite en panique. Et donc, c'est quand même plus confortable d'avoir le vétérinaire qui arrive. Et puis on le reçoit chez soi et voilà, c'est plus confortable. C'est toujours compliqué de mettre un chien dans la voiture, de l'emmener en clinique. Il faut trouver une clinique la nuit, c'est pas facile. Il y en a, celle d'Yves, mais il y en a très peu. Et donc vous exercez où exactement? En fait, moi j'habite dans le 18e arrondissement. Je travaille dans un service qui est centré sur Paris. On est une trentaine de vétérinaires à se relayer pour faire du 24 heures sur 24. Et on fait Neuilly, Bobigny, Corbeil-Essonnes, Marne-la-Vallée, on va partout. Voilà, donc on arrive dans les quartiers les plus variés, dans des cités un petit peu inquiétantes, dans des très beaux appartements, dans des taudis, parfois dans la rue, ça se passe partout. Donc on découvre la région parisienne, que je commence à connaître par cœur maintenant. Voilà, je suis comme chez moi dans toutes les villes de banlieue. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des animaux un petit peu étranges ou saugrenus, on va dire? Oui, c'est la question qu'on se pose tout le temps, bien sûr. Ouais. Comme animaux étranges, moi j'en ai pas vu, mais j'ai un collègue qui est arrivé chez quelqu'un une fois pour un lama. Il avait, dans le 18e arrondissement, il y avait un grand appartement
à sa décharge. Voilà, et le lama vivait là-dedans. Est-ce qu'il vivait bien? Je sais pas. Mais voilà, ce qui se passe le plus souvent, c'est des gens étranges, en fait. Hein. Je trouve que les gens sont plus étranges que les animaux. Et moi, voilà, j'ai un sujet d'observation passionnant. Donc vous parlez également vous parlez surtout des humains ou des animaux dans ce bouquin, justement? Les deux, en fait. Voilà. Ce qui est passionnant, c'est que l'animal, c'est le chemin d'entrée vers l'univers des gens. Ouais. Et tout à coup, quand on ouvre la porte, les gens ont beaucoup de choses à raconter. Et donc, comment faire autrement que de s'intéresser aux gens à ce moment-là, quoi. Oui. Et puis, bien souvent, l'animal, en fait, c'est une façon pour une personne qui a du mal parfois avec son entourage humain d'être en réalité avec le monde en réalité. Et c'est-à-dire qu'une personne qui a beaucoup de mal à communiquer avec d'autres humains va raconter des histoires à son chat, à son canari, à son chien, va parler dans un univers qui est un univers fait d'un tête-à-tête homme-animal. Et ces gens qui ont beaucoup de mal parfois à communiquer avec d'autres humains ont beaucoup de facilité à communiquer avec leur animal. Et lorsque le vétérinaire arrive, eh bien, pour une fois, ils arrivent à bien communiquer avec le vétérinaire parce que le vétérinaire est l'homme de la situation en ce qui concerne les animaux. Et donc, finalement, c'est vrai qu'on a des personnes qui se confient à personne, sauf à leur vétérinaire. Parfois même pour des problèmes de santé. On a des personnes qui sont des personnes humaines, hein, qui souffrent d'une affection. Ils n'osent même pas en parler à leur médecin, ils vont en parler à leur vétérinaire. Quand ils ne demandent pas même au vétérinaire d'examiner la situation. Il y a justement une anecdote dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait, ça m'arrive. Bon, on peut peut-être la raconter. Ouais. Ah oui, c'est simplement une dame qui appelait pour un chien, un grand chien, un lévrier, hein, qui avait sans doute un léger mais vraiment imperceptible problème de dos que j'ai vainement essayé d'identifier. Et voilà, je ne l'ai jamais trouvé. Hein. Par contre, voilà, à la fin de la consultation, elle a commencé à se déshabiller pour m'expliquer qu'elle avait une douleur en bas du dos et que peut-être j'allais pouvoir la trouver, celle-là. J'ai une autre dame qui m'a fait examiner son enfant aussi parce qu'il avait une bronchite et que sans doute C'est vrai que je dis à un moment dans le bouquin, il y a un prof d'anatomie pendant les études qui nous disait vous avez une force, vous les vétérinaires, c'est que vous pouvez vous adapter à toutes les espèces. Les médecins, ils savent soigner qu'une espèce, ce qui est bien peu. C'est vrai. Alors moi, par rapport à ce qu'a dit ce prof d'anatomie, moi j'ai une cliente qui m'a dit autre chose. Elle m'a dit, moi je préfère toujours confier mes problèmes de santé à un vétérinaire parce que tous ceux qui font vétérinaire et qui ratent, ils finissent médecins. Alors autant avoir affaire aux vétérinaires, ils sont forcément plus forts. Les médecins vont apprécier. Je pense aussi. Vous avez eu d'autres anecdotes un petit peu croustillantes comme ça, des choses un petit peu étranges qui vous sont arrivées lors de visites? Il y en a beaucoup. Hein. Il y a, celle que je préfère, hein, qui est dans le livre, c'est l'histoire d'un homme qui a trouvé un pigeon. Il l'a trouvé dans la rue, hein, le pigeon, on ne sait pas comment il est arrivé là, mais en tout cas, j'arrive chez lui, c'est dans un minuscule réduit, hein, ça fait quelques mètres carrés, et il a posé le pigeon sur la chaise, il a une 60aine d'années, tout autour il y a des gris-gris, des bouddhas, de l'encens qui brûle, enfin voilà, il est spirituel cet homme. Hein. Et je pense qu'il a choisi le pigeon comme réincarnation sans doute d'un fils ou... Il a des bribes, il parle bizarrement, je comprends qu'il y a une histoire un petit peu comme ça. Le pigeon est mort et j'essaye délicatement de lui faire comprendre qu'il n'y a plus d'espoir, hein, mais il ne veut pas l'entendre et à un moment, il commence à faire du bouche à bec, le pigeon, il commence à ranimer. Voilà. Comme la cuisine, enfin le salon n'est pas très loin, il suffit de tendre la main, il prend une boîte de raviolis et il commence à gaver le pigeon de raviolis pour le ranimer un petit peu mieux. Là, ça rentrait pas très bien. Ça rentrait pas très bien. Après, il a repris un peu de bouche à bec, sans doute pour faire rentrer les raviolis et un petit butter. Enfin, voilà, c'était... Et enfin, bon, moi, je rigole pas dans ce moment-là. Hein. C'est assez troublant. On essaye d'accompagner les gens dans voilà, s'il y a une psychose ou juste une névrose. Vous êtes psy en même temps que vous êtes vétérinaire dans ces cas-là, un peu. Je crois qu'il faut, ouais, sinon on fait que passer. Et donc voilà, j'ai passé un petit peu de temps avec lui. On n'a pas sauvé le pigeon ni l'âme du fils, malheureusement. Et quand vous êtes confronté à des soucis avec des animaux un petit peu plus normaux, on va dire, entre guillemets, c'est quoi vos premiers gestes de secours, justement ? Il y a plein de motifs pour lesquels on est appelé, hein, et on va tomber sur des accidents vasculaires cérébraux. Il y a un des motifs qui arrive malheureusement assez souvent, c'est les chats qui tombent par la fenêtre.
Les gens disent toujours, ils tombent toujours sur leurs jambes. Pourquoi ça, voilà, mais un chat, c'est quand même comme n'importe quel être vivant. À partir d'une certaine hauteur, ça fait des dégâts, donc il y a des fractures. Quand on peut soulager à domicile, on les garde à domicile. Parfois, c'est vrai que le chat, il peut tomber du 5e et il a juste 3 égratignures, ça arrive. C'est quand même, il y a quand même des... Mais c'est rare. Le plus souvent, ils s'en sortent quand même très bien. Par rapport à un être humain qui tomberait de là, ils s'en sortent beaucoup mieux. Et voilà, quand on peut, on soulage à domicile, on perfuse un peu, on fait les premiers soins, quelques injections. Et puis, si c'est trop grave, on emmène vers les cliniques de nuit qui vont vraiment prendre en charge des pathologies plus lourdes, quoi. D'accord. Et là, c'est important l'action du vétérinaire à domicile parce que finalement, l'animal qui est passé par la fenêtre, on n'ose même pas le transporter. On ne sait pas s'il saigne, s'il a une patte cassée. On est dans une vraie situation de détresse parce qu'on le voit l'animal et on n'ose même pas le toucher. Et effectivement, le fait de faire venir vétérinaire à domicile permet de sauver des vies. C'est-à-dire que si on prend l'animal directement dans ses bras, qu'on va dans une clinique vétérinaire, parfois, on peut mal le manipuler, aggraver un phénomène hémorragique, alors que finalement, lorsqu'il est confié à un vétérinaire à domicile, il fait les premiers soins, il administre les premiers anti-hémorragiques, il s'assure de contrer le choc dans les meilleurs délais. Et finalement, l'animal a donc ses premiers soins vitaux pour l'animal. Et alors après, effectivement, s'il faut faire des radiographies, Erwan ne va pas à la maison des clients avec un appareil de radiographie. Mais on peut après leur faire des examens dans de bonnes conditions, faire ce qu'on appelle un bilan complet qui fait des radios, des analyses de sang, etc. Et puis après, donc, on décide de ce qui est le mieux. Et puis l'animal, effectivement, continue ses soins finalement en clinique où il sera opéré s'il a des fractures, soigné s'il a juste des traumatismes. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'on se demande parfois si effectivement il faut déplacer ou pas déplacer l'animal. En tout état de cause, quand vous appelez les services de vétérinaire à domicile, vous tombez sur des vétérinaires qui vous renseignent sur la meilleure marche à suivre. Et dans certains cas, ils vous disent ne bougez pas l'animal, on vous envoie tout de suite quelqu'un. Dans certains cas, ils vous disent vous pouvez aller directement dans une clinique. Enfin, vous êtes orienté de façon très professionnelle. Très bien. Oui, je vous écoute. Si j'ai encore le temps. Oui, d'autres motifs qui reviennent, c'est souvent les chiens ou les chats qui avalent ce qui traîne dans la maison. Oui. Ça peut être du chocolat, c'est très toxique le chocolat. Ça peut être une petite boulette de cannabis ou autre. On trouve plein de choses sympas. Ça leur fait quel effet ? Région. Ils n'aiment pas tellement. Mais je crois que c'est légal pour l'animal. Ah bon ? On va vérifier, je ne suis pas sûr du tout. Voilà. En tout cas, ça fait un des motifs. On les fait vomir si on arrive assez vite. Et voilà, on peut les sauver comme ça d'une intoxication. D'accord. Entre autres. Et vous parlez aussi du massage cardiaque dans votre bouquin et du bouche à gueule. Oui. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un bouche à gueule, donc, à un animal. Oui, c'est très sensuel. Il faut un peu de sang-froid à ce moment-là. Doberman, un pitbull, ça se passe comment ? On souffle plutôt dans les naseaux. Et voilà, on bouche la gueule et on souffle. Et le principe est le même. Il faut réactiver la respiration. Donc on fait ça. Et puis l'autre chose, c'était quoi ? Le massage cardiaque, ouais. C'est arrivé rarement à domicile, mais si on arrive au moment de l'arrêt cardiaque assez vite, c'est pareil, on fait des massages cardiaques. Et dans une des histoires, ce qui m'est arrivé une fois, c'est de commencer le massage cardiaque à la maison, et puis le cœur ne se stabilisant jamais, en fait, de dire on va à la clinique, et donc de continuer dans l'escalier, de continuer dans le couloir, de continuer dans la voiture, et de faire le massage cardiaque jusqu'à la clinique. Voilà. Ça, c'est un peu exceptionnel, mais ça marche comme un humain. On fait la même chose. Très bien. On va prendre une question internet avec Isabelle. En parlant de bouche à gueule, il y a Daniel du 95 qui nous demande s'il existe des petits cours de secourisme pour être prêt si son animal rencontre un problème. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Non, il n'y a pas de cours de secourisme pour animaux, j'en connais pas. Et vous pensez que ce serait utile ou pas ? Je pense que c'est utile. Maintenant, je crois que de toutes les façons, le service des vétérinaires est bien mieux organisé que le service des médecins humains. C'est-à-dire que quand vous allez chez un vétérinaire pour un animal qui est malade, eh bien, il examine, il fait les examens complémentaires, il pose le diagnostic avec les examens complémentaires et il prend la décision thérapeutique qui s'impose, chirurgie, hospitalisation, etc. Tout ça, en l'espace de 3/4 d'heure, 1 heure, c'est fait. Quand vous allez chez le médecin, vous prenez le rendez-vous chez le médecin. Oui. Il vous envoie au laboratoire d'analyse médicale. Vous allez dans le laboratoire, vous avez les résultats 24-48 heures après. Ouais. Vous retournez voir le médecin parce qu'il faut quand même interpréter ces résultats. Comme c'est un peu un problème de spécialiste, il vous envoie chez le spécialiste. Le spécialiste, il a parfois des doutes, il vous envoie chez un confrère
qui finalement vous oriente peut-être vers un hôpital. Et puis avec tout ce temps qui passe, heureusement que les animaux vivent bien plus vite que nous, on avance finalement à leur vitesse quand on est véto. T'as rien contre les médecins, c'est bon. Apparemment non. J'aime les charrier en fait les médecins parce que dans ma famille, il n'y a que des médecins. On peut construire un hôpital avec ma famille. Alors, quelque part, chaque fois que j'ai l'occasion de les charrier un petit peu, je le fais, mais bon, ils sont quand même utiles. Très bien. Alors, vous avez aussi une petite anecdote un petit peu saugrenue aussi dans votre bouquin. C'est une femme qui habite avec 35 chats dans un 2 pièces. Ouais, tout à fait. C'est possible, ça. Mais Elle peut avoir de place pour elle, en fait. Pour répondre, justement, je pense qu'elle y trouve très bien sa place, finalement, parce que cette dame, moi, j'ai discuté un petit peu avec elle aussi. Elle n'est pas la seule, hein, c'est assez fréquent. Des gens se donnent la mission voilà, de recueillir les chats ou les chiens et de faire refuge, hein, de compenser, parce que la SPA ne peut pas tout faire. Hein. Et donc, c'est une mission, et je pense que c'est des gens qui se protègent un petit peu de la dureté de la vie, du monde, en s'isolant comme ça. Et donc, ils font refuge pour les animaux, et je pense qu'ils font un peu refuge pour eux-mêmes aussi. Et c'est vrai que l'appartement, il sent bon la litière et le pipi, et le thon et les excréments. Hein. C'est très sympa pour les voisins. Ouais. Elle a forcément des problèmes avec ses voisins, cette dame, et voilà. Mais elle trouve un certain équilibre là-dedans. Et c'était une dame âgée? Elle avait 45 ans à peu Ah près. non, pas du tout en plus. Ouais. C'est tout âge. C'est plutôt, c'est un peu une idée reçue. J'aime plutôt des gens plutôt âgés avec plein d'animaux comme ça dans un petit espace. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Ouais. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que ces gens qui ont beaucoup de générosité vis-à-vis de ces animaux sont souvent finalement des personnes qui se sont isolées du monde humain. Et ils ont trouvé refuge, comme il le disait tout à l'heure, auprès des animaux. Donc chacun de ces animaux est connu à titre individuel. C'est-à-dire que la dame peut citer le nom de chacun de ses chats. Elle peut savoir lequel a un problème digestif, lequel tousse, lequel éternue. Et donc elle les connaît très très bien, vraiment individuellement. Et c'est impressionnant de voir à quel point elle peut avoir développé une acuité particulière pour ces animaux et à quel point elle s'isole, elle se mure vis-à-vis d'autres humains. Donc quelque part, l'animal, c'est quand même un thérapeute, un outil qui aide à vivre. Et donc, c'est quand même quelque chose de souhaitable. Alors, c'est vrai que quand on se rend à domicile chez ces gens-là, c'est toujours un peu folklorique, parce que parfois, au milieu de tous ces chats, on nous offre un verre à boire, alors on ose à peine tenir le verre. mais c'est toujours avec plein de sympathie que les vétos sont accueillis, même quand il y a beaucoup de monde. Ouais. Alors, on parlait aussi dans votre bouquin du sida du chat. Oui. J'en avais jamais entendu parler. Eh bien, oui, ça fait partie des quelques maladies infectieuses assez fréquentes. Hein. Il n'y a pas de vaccin, il y a des recherches, mais voilà, c'est un virus qui ressemble un petit peu, qui est de la même famille. Plus de défense immunitaire, c'est comme chez l'humain. Ça fonctionne pareil, voilà. Hein, mais il faut dire qu'il n'est pas transmissible de chat à l'humain. Et de chat à chat? Et de chat à chat, oui. Hein, par griffure, par morsure, par l'acte sexuel. Et voilà, en gros. Ouais. Donc ça existe, oui. Bon. On aura appris un truc. Alors, dans le livre d'Erwan, il y a un petit passage qui m'a bien plu, c'est quand il parle de son talent de médecin, parce qu'il a un talent de médecin, mais pas trop de chirurgien. Et puis, moi qui adore faire du bricolage, de la plomberie, etc., finalement, je trouve que c'est exactement pareil. La chirurgie et tous ces métiers manuels, c'est exactement la même chose, bon, avec des connaissances qui sont un peu différentes, mais Erwan peut nous parler de cet aspect bifacette de la médecine vétérinaire, la médecine et la chirurgie. Simplement, moi, j'avoue dans le livre que je préfère pas toucher à la chirurgie, et je peux l'éviter à domicile parce qu'on fait très peu de chirurgie. Voilà, mais c'est vrai que c'est assez antinomique et souvent les passionnés de médecine sont maladroits manuellement en chirurgie et réciproquement, quoi. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que la comparaison marche parce qu'il faut être très manuel, parce que les chirurgiens adorent souvent les travaux pratiques, le bricolage et le... Voilà. Ça fait peut-être un peu rigoler, mais c'est vrai. Ouais. Donc il faut être bricoleur pour devenir chirurgien. D'accord. Ouais.
Pour la petite histoire, mon père était médecin généraliste et à plusieurs reprises, les clients me voyaient puisqu'on avait l'appartement mélangé, où il y avait l'exercice médical et l'exercice familial. Et puis, ça m'est arrivé de recoudre des patients et les patients qui m'avaient vu depuis ma plus tendre enfance faire des maquettes, des modèles réduits partout dans l'appartement, ils avaient une confiance folle. Et puis, mon père disait, de toute façon, je suis bigleux, j'y vois rien. Laissez mon fils faire, il a des mains en or. Et puis, voilà. Et donc, j'ai recousu des patients avant d'avoir recousu, j'ai recousu des humains avant de recoudre des animaux. Et ces humains s'en souviennent encore, dont mon cousin qui est devenu médecin. Ah d'accord. Bon. Très bien. Bon ben, malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Merci Yves. Bonnes vacances. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci Erwan. Donc je rappelle votre bouquin, c'est Carnivore domestique, Erwan Créache, et c'est aux éditions Édite Nouvelle. Et si je peux ajouter un petit mot, il y a des illustrations à l'intérieur qui sont d'un artiste qui s'appelle Olive Steen, et voilà, chaque histoire est aérée par une illustration, une gravure. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Dans quelques instants, on se retrouve pour ID Club avec Isabelle 2. On va tout de suite regarder la Star Mystère, une nouvelle Star Mystère, je crois. Si elle arrive, voilà. Donc vous pouvez nous appeler. Dans moins de 5 minutes, on est là avec Isabelle 2 pour vous accueillir. Vous avez jusqu'à 15h pour voter, pour vous avez du talent, pour les talents qui sont passés hier soir dans l'émission. Vous retrouverez ce soir Jackie et Isabelle pour l'émission. Et n'oubliez pas également de voter pour les Miss JDA. La finale, c'est vendredi à 19h, donc allez sur le site idf1.fr. Très bonne journée à tous. Dans quelques instants pour ID Club. Bye bye, à très bientôt. IDF1 midi, IDF1 IDF1 midi, IDF1 midi.